20h, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Au menu de cette édition, le rendez-vous de dialogue politique initié par le chef de l'État a effectivement lieu depuis ce matin au Palais des Congrès à Cotonou. Les forces politiques invitées ont répondu présents. De ces assises devront sortir des résolutions pour une cohésion nationale. D'un rendez-vous à un autre, la 20e session des négociations intergouvernementales bénino-allemandes ont également démarré au ministère des Affaires étrangères. Les réflexions sont engagées pour une coopération bilatérale davantage fructueuse entre les deux pays. Puis nous ferons un tour au campus d'Abomey-Calavi avec la ministre de l'Enseignement supérieur. Éléonore Yaïla Descamps est en tournée de prise de contact avec les structures sous sa tutelle. Allons pour démarrer cette édition au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'y tient depuis ce matin le dialogue politique annoncé par le président Patrice Talon. Pendant 3 jours, les représentants des partis politiques invités vont réfléchir à des solutions pour une paix durable et une cohésion nationale. Le chef de l'État a procédé lui-même à l'ouverture des assises. Brice Chibozo, Alexis Kunom et Ricardo Lekpekou pour le reportage. Une salle bleue du Palais des Congrès archi-comble. Des délégués de tous les partis politiques invités présents. C'est le grand jour pour le dialogue politique. Le chef de l'État, le président Patrice Talon en personne, ouvre les assises. Notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Parce que bon nombre d'entre nous, à la mise en œuvre, ne s'y sont pas retrouvés. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter en vue d'une meilleure et réaliste organisation de l'espace politique et de la compétition politique, permettant le renforcement de l'unité nationale et de la concorde, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques. Le dialogue politique va durer 3 jours. Occasion pour les acteurs politiques de réfléchir aux voies et moyens de retourner à la paix, à la cohésion et à la solidarité nationale. C'est convaincu de cet idéal que j'ai convoqué les présentes assises dédiées au dialogue politique, ainsi que je me suis engagé le 20 mai dernier devant notre peuple, puis réitéré le 15 juillet lors de ma rencontre avec certains responsables politiques. Mesdames et messieurs, le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ces acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès. Sa finalité réside dans les recommandations responsables qu'il vous appartiendra de formuler à mon endroit. Les assises du Palais des Congrès seront conduites par des facilitateurs consensuels ayant à leur tête le professeur de droit Dorothée Sosa. Dialoguer pour la paix dans notre pays et la cohésion nationale est donc pour chaque enfant de ce pays un devoir constitutionnel, une obligation suprême. Je voudrais souhaiter que nous y mettions du cœur et de l'allant pour ne pas trahir notre destin commun. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que la foi qui vous anime et l'engagement politique responsable qui est le vôtre nous permettront de trouver les solutions qui renforcent davantage nos institutions et les éloignent de toutes les formes de perversion et de régression. Nous savons tous
Et il n'est pas superflu de le rappeler ici ce matin que pour mettre fin aux pratiques qui retardent son développement et créer les conditions de la prospérité en vue d'offrir des meilleures conditions de vie à ses enfants, notre pays a besoin de réformes d'envergure telles que la réforme du système partisan. 3 jours pour donner au peuple béninois des raisons de continuer à croire que le retour aux fondamentaux et la mise en œuvre des réformes est possible. Les acteurs politiques réunis à ces assises en ont la responsabilité. Nous allons dans un instant recevoir sur ce plateau le ministre de la Communication Alain Ouroula pour creuser davantage les tenants et aboutissants de ces assises. Mais avant, présent à la cérémonie d'ouverture, certains délégués des partis politiques invités ont bien voulu se prononcer sur l'initiative et en particulier sur le discours d'ouverture du président Patrice Talon. On les écoute, ils sont au micro de Ricardo Leikpekou. Seuls ceux qui se parlent et qui s'écoutent s'entendent pour faire de grandes choses. Nous ne venons pas ici pour nous balader. Il faut manager la situation, transformer des problèmes en solutions. Il faut qu'on se parle. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés ici, effectivement, pour prendre la parole, pour porter nos préalables, parce que nous les considérons comme désormais comme des solutions. Et nous avons la garantie que le dialogue va porter ses fruits. Nous sommes là en tant que de l'opposition, en tant que parti de l'opposition, et nous avons pris nos responsabilités. Le discours est un discours rassembleur, un discours d'ouverture vers les représentants. Je pense que le chef de l'État, qui est donc le père de la nation, doit, en cette circonstance, faire en sorte que chacun trouve sa place et se reconnaisse dans l'adresse à la nation. Ça a été le cas et je pense que c'est une bonne chose. C'est un message assez fort et il convient que chaque organisation politique, chaque acteur politique retrouve dans cela l'essentiel de ce qu'il faut pour que ces assises se passent très bien, de sorte qu'à la fin, on puisse se dire que nous avons avancé. Les peuples qui ne se parlent pas se détruisent. Nous ne devons pas détruire le Bénin, nous voulons le construire. Dans sa pluralité, dans sa diversité, nous sommes faits pour être ensemble et pour aller le plus loin possible ensemble pour notre pays et pour l'Afrique. Et je suis heureux de constater que tous ceux qui ont été invités sont là. Je suis sûr que nous aboutirons à des résultats qui seront bons pour le Bénin et qui seront bons pour chacun d'entre nous. Le chef de l'État a fait un discours rassembleur, un discours qui invite à la compréhension et à se concentrer également sur l'essentiel qui sauve le Bénin et qui remet le Bénin ensemble. Et celui qui a aujourd'hui la responsabilité de la gestion de notre destin commun a pris l'initiative, la bonne initiative de nous convier à un dialogue. Je pense que, comme on le dit vulgairement chez nous, on ne refuse jamais l'appel. C'est ce qui est derrière l'appel que l'on peut refuser. Donc c'est déjà une heureuse occasion qui nous est offerte et nous venons, nous sommes heureux de venir et nous sommes heureux de constater que tous les partis invités, conviés sont là. Le discours du chef de l'État nous appelle toute la classe politique à une réflexion de qualité pour sortir le pays de cette crise que nous avions connue juste après les élections. Et il faut comprendre que le chef de l'État est totalement engagé pour que nous ne connaissions plus jamais des situations du genre. Comme nous n'étions pas représentés à la 7e législature, donc nous n'avions pas participé à l'élaboration des tests qui nous ont sanctionnés. Mais là, maintenant, nous avons une opportunité de pouvoir nous prononcer sur ces tests, de dire ce que nous en pensons. Et je crois que c'est une opportunité à saisir. On ne va pas se faire prier. Ce n'est pas tous les jours que les partis politiques ont la possibilité de pouvoir réfléchir sur une loi qui est votée par une institution régulière, qu'est notre Assemblée nationale. À ma grande surprise, et une surprise heureuse pour moi et pour le peuple béninois, tous les partis qui sont en règle sont présents, ont répondu présents à l'appel du chef de l'État.
Et c'est un grand bonheur parce que ça va nous permettre de travailler ensemble. Ça veut dire que les lignes ont commencé par bouger. Lorsque la patrie vous appelle, lorsque les circonstances nationales exigent que les fils de la nation se retrouvent, s'asseyent, discutent, dialoguent pour l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, nul ne devrait se mettre à l'écart. D'abord, il faut saluer l'initiative du président qui se concrétise et par la présence de tous les acteurs qui ont été convoqués. Il faut donc espérer que le travail va se faire et qu'il en sortirait des recommandations essentielles qui nous permettront donc d'aller vers l'amendement des textes qui ont posé problème au début du processus électoral. Lorsque vous avez une situation difficile, ce que je dis toujours, c'est que toutes les solutions sont bonnes à prendre. C'est qu'on dirait, même un petit pas dans la bonne direction est bon à prendre. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, le rendez-vous a lieu. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a tenu sa promesse d'organiser un dialogue politique national. Il a lui-même procédé à l'ouverture des travaux ce matin au Palais des Congrès. Monsieur le ministre de la Communication, dites-nous, qu'est-ce qui justifie cette rencontre? Notre pays a connu ce que le président a qualifié de stress démocratique après l'organisation des dernières législatives résultant, n'est-ce pas, de la réforme du système partisan, réforme auquel certaines formations politiques n'ont pas su ou n'ont pas pu s'adapter. Donc il s'en est suivi une crispation de l'ambiance politique, une morosité dans notre pays, des appels au secours de toutes parts afin que le dialogue soit organisé, et le président de la République a entendu ces doléances et a appelé dans un premier temps dans une adresse du 20 mai 2015, puis rappelé le 15 juillet, appelé à un dialogue politique qui a démarré ce jour 10 octobre 2019. Et voilà la raison. Quel est le contenu exact des échanges qui sont menés au cours de ces 72 heures d'échanges? Je voudrais tout d'abord saluer la haute portée du discours du président de la République, qui, sans complaisance et avec parfaite lucidité, a rappelé les griefs qui sont nourris à l'encontre du monde politique. C'est-à-dire que la politique a été faite jusqu'à ce jour, enfin jusqu'aux réformes, dans l'intérêt de tout le monde, sauf dans l'intérêt du peuple. Et donc il était nécessaire de nous regarder en face, d'entamer une autre démarche. C'est ce qui a motivé cette réforme du système partisan. Le président de la République a montré un sens élevé de responsabilité en reconnaissant qu'il n'était pas impératif de revenir sur les acquis, n'est-ce pas, puisque nous avons avancé, mais à concéder qu'il puisse y avoir des réajustements, c'est-à-dire assouplir les critères qui, à tort ou à raison, ont été considérés comme excluants. Il reconnaît qu'on peut faire quelques réaménagements, et c'est en cela que ce dialogue a été appelé, essentiellement pour retoucher aux besoins ce qui constitue le corpus de la compétition politique, à savoir les lois relatives à la charte des partis politiques et la loi relative au code électoral. Donc c'est autour de ces deux piliers que la discussion se tient, évidemment. Il appartient aux représentants des formations politiques qui ne sont pas limités dans leurs réflexions de contribuer en faisant des réflexions, par exemple, sur des mesures qu'elles pourraient considérer comme des mesures d'apaisement ou de sortie de ces petites difficultés que nous traversons. Alors justement, les travaux ont démarré ce matin. Est-ce que toutes les forces politiques invitées, puisque vous l'avez reprécisé tout à l'heure, est-ce que toutes les forces politiques invitées ont répondu présent? Les forces politiques invitées ont toutes répondu, à l'exception toutefois de la DUD, dont
les représentants n'étaient pas au bon moment dans la salle. Je n'ai pas vérifié s'ils sont venus par la suite. Mais sur les 9 formations invitées, il y en a 8 qui se sont présentées, et pas des moindres. Non pas qu'il y ait de petites formations politiques, parce que étaient présentes des formations qui se sont conformées au nouveau dispositif ou qui ont entamé la démarche de mise en conformité. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de petites formations, mais il y en avait de très grandes, puisque vous avez les 2 grands blocs qui se sont détachés, vous avez le PRD, vous avez FCBE, qui était présente, qui a répondu présente à cet appel. Donc, nous avions l'essentiel, n'est-ce pas, pour engager le dialogue attendu par le président de la République, et nous espérons que nous serons rejoints par la DUD, parce que c'est un dialogue inclusif qui pourra, peut-être après cet exercice, s'élargir aux autres formations politiques qui auront compris après la réussite de ces assises, et pour moi, on est bien parti pour réussir, qui auront donc compris après la réussite de ces assises qu'il ne sert à rien de tourner le dos ou de se tourner le dos, mais que le dialogue, comme l'a rappelé le modérateur choisi, est un devoir constitutionnel. C'est prévu par la Constitution. On doit dialoguer quand il y a des difficultés, et tourner le dos au dialogue est une faute constitutionnelle, est une faute, je dirais, qui entame le crédit de ceux qui pratiquent la politique de la terre brûlée. Voilà. Donc, tout le monde, ou quasiment tout le monde, était là, et les travaux ont très bien démarré, puisque les participants ont pu s'accorder sur un menu, sur un ordre du jour, ce qui est déjà très important, ont inventorié les griefs que, à tort ou à raison, chaque formation nourrit ou entretient à l'égard de ce dispositif législatif dont je vous ai parlé, et on a commencé par les examiner les unes après les autres. Je veux parler des difficultés, et on essaye de trouver des solutions appropriées pour que, à la fin des travaux qui se poursuivront et qui ont démarré dans une belle ambiance, l'on puisse avoir des recommandations à faire, à formuler à l'endroit du président de la République, qui s'est déjà engagé, et ça c'est la 3e caractéristique du discours du président de la République que je voulais souligner, qui s'est déjà engagé à les prendre en compte et à jouer sa partition, c'est-à-dire engager les procédures adéquates vis-à-vis des autorités compétentes pour que ce qui n'est pas parfait soit revu et corrigé et ajusté. Alors, de façon globale, le dialogue prend fin le samedi prochain. À quoi devons-nous attendre au soir du samedi? Évidemment, on doit s'attendre à des recommandations. Ce qui voudra dire qu'on est déjà allé jusqu'au bout de la discussion. Il n'y a pas de raison que nous n'allions pas jusqu'au bout. Parce que je ne vais pas vous cacher, c'est vrai que c'est un exercice, comme on dit, de vérité, avant la conciliation. Je n'aurais pas parlé de réconciliation puisqu'il n'y a pas eu fâcherie. Et donc, quand on s'exprime, quand on vide son cœur, il y a des propos qui peuvent être un peu vifs et qui peuvent écorcher. Mais au-delà de cela, ce qui participe donc d'une belle discussion, d'une dialectique, au-delà de cela, j'ai bon espoir que les discussions se tiennent jusqu'à leur terme, et on devrait s'attendre samedi prochain à des recommandations qui seront formulées à l'endroit du président de la République, qui viendra, comme il a annoncé, comme s'y est engagé, les recueillir. Monsieur le ministre, on ne sait jamais, peut-être que vous êtes dans le secret du chef de l'État. En termes de perspective, après ce dialogue, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend au plan politique? Écoutez, ce serait la dynamique de dialogue qui va se poursuivre. Les recommandations issues de ces assises, le président de la République s'y est déjà engagé publiquement. Il ne s'agit pas d'être dans le secret, je crois que c'est public, c'est un engagement public. C'est d'engager les procédures ou les diligences adéquates pour que celles des recommandations qui auraient fait consensus, qui auraient rencontré l'adhésion des autres pouvoirs, en particulier des pouvoirs publics, bien que celles de ces recommandations soient mises en œuvre afin que nous allions à un apaisement définitif. Donc, je ne sais pas si vous voulez évoquer la question. Moi, je voudrais inviter toutes les autres forces qui résistent ou qui boudent ce dialogue
ce qui est contraire à notre Constitution, de retendre l'oreille, puisque la main est toujours tendue vers ces formations. Nous n'allons pas remettre en cause la paix et la stabilité de notre pays, tout simplement parce que certaines personnalités se seraient senties ou trouvées exclues. Donc, ce qui va se passer n'est pas inédit. Les recommandations seront appréciées, mises en œuvre pour celles qui paraîtraient plus pertinentes et plus consensuelles, et cette politique de dialogue se poursuivra, je le pense, à l'endroit des forces qui ne l'ont pas encore compris et qui, au vu de la réussite des travaux et des assises qui viennent de démarrer, seront convertis ou sauront se convertir à cet esprit de dialogue que le président de la République exhorte les uns et les autres à avoir à l'esprit. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Alain Oronla. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et de la Poste. On aura sûrement l'occasion de vous revoir, peut-être sur d'autres questions. Merci. Merci. On poursuit cette édition avec la coopération bilatérale entre le Bénin et l'Allemagne qui reste fructueuse dans plusieurs domaines et des deux parties s'engagent à définir de nouveaux repères. Dans cette optique, la 20e session des négociations intergouvernementales bénino-allemandes sont ouvertes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Plus de détails dans ce reportage de Jérôme Mungbo et Bénédicte Bossou. Comment obtenir le meilleur de la coopération qui lie l'Allemagne au Bénin depuis les années 60 et l'adapter aux priorités de l'heure? C'est la mission dévolue à cette 20e session des négociations intergouvernementales entre les deux pays. Au nombre des points forts porteurs de développement retenus figurent la gestion intégrée des ressources en eau, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement et la formation professionnelle. Un pays se bâtit lorsqu'on transforme notre environnement, lorsque nous pouvons de manière concrète, transformer l'environnement dans lequel nous vivons. Notre système éducatif connaît des limites et nous sommes les premiers à le dire. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui font, pas qui seulement pensent. Nous avons des personnes qui transforment, mais pas qui ont seulement une vision. C'est pour cela que le président de la République et son gouvernement ont décidé que dans les années à venir, près de 70% de nos élèves iront vers l'enseignement professionnel, l'enseignement technique pour transformer ce pays. Autre point inscrit à l'ordre des 2 jours de travaux, l'agriculture et la bonne gouvernance. Je suis impressionnée que 54,7% du financement prévisionnel pour la durée totale du programme a déjà été mobilisé et que vous avez mobilisé 140% du financement public attendu. Ceci veut dire qu'à mi-chemin du programme, vous êtes aussi à mi-chemin de son financement et que vous avez su mobiliser des ressources publiques largement au-delà des attentes pour la période entière. C'est à nous de réformer ce pays, c'est à nous d'avoir une gestion rigoureuse pour pouvoir dégager les ressources qui nous permettent d'engager la transformation non seulement physique mais structurelle de notre pays, et les apports des amis que vous êtes sont les bienvenus, mais ces apports doivent venir compléter l'effort que nous devons faire nous-mêmes. Le Bénin est en chantier des points de vue physiques et institutionnels. La partie allemande a salué les avancées notées côté sécurité transfrontalière, dialogue politique et autres. La présente journée de négociation servira à concrétiser davantage ces nouvelles orientations. Elle fera également le point des évolutions stratégiques dans les 10 secteurs. Permettez-moi, Madame la chef de délégation, de vous dire, au nom du président de la République, de vous dire, au nom de notre peuple, un grand merci. Parce que ce sont les peines, ce sont les efforts de vos contribuables, ce qu'on appelle les taxpayers de votre pays, qui vous permettent de venir vous engager dans cette action de solidarité, dans cette action de développement qui permettra au Bénin de mieux se révéler, de manière efficace dans la voie du développement. Les discussions entre les deux parties seront sanctionnées par la signature d'un procès-verbal qui actera le triennal de coopération 2019-2021.
Je vous l'ai annoncé à l'entame de cette édition. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les retenus des différentes universités, le ministre de l'Enseignement supérieur était ce mardi sur le campus d'Abomey-Calavi. Objectif, échanger avec la communauté universitaire pour la réussite de sa mission. Reportage. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver en communauté, puisque c'est ma communauté. C'est avec bonheur qu'elle se retrouve parmi les siens. Précédemment vice-recteur chargé de la coopération internationale et de l'insertion professionnelle à l'université d'Abomey-Calavi, Éléonore Yahi-Ladecan, actuel ministre de l'Enseignement supérieur, rencontre ses pairs enseignants et les étudiants de l'UAC pour, ensemble avec eux, identifier des approches de solutions aux différents problèmes. En réponse à la démarche de l'autorité ministérielle, le recteur peint le tableau de ce haut lieu de savoir en insistant sur les questions fondamentales. Il est impérieux que des dispositions soient prises pour le recrutement du personnel enseignant en nombre suffisant à l'UAC, le recrutement du personnel administratif, technique et de service, toutes catégories confondues, là aussi en nombre adéquat, le renforcement de capacités et le perfectionnement du personnel existant, la construction d'infrastructures pédagogiques et la mise à disposition d'autres intrants. Cette liste n'est pas limitative. La ministre de l'Enseignement supérieur dit avoir pris bonne note des doléances qu'elle connaissait à mains égards et souhaite que sa collaboration avec la communauté universitaire soit basée sur la trilogie échange, communication et anticipation. J'ai bien écouté attentivement l'essence, le contenu de votre message, les difficultés qui pourraient un peu freiner les élans autour desquels vous avez appelé notre attention, pour qu'ensemble avec vous, nous puissions trouver les solutions qui sont adaptées à notre environnement. Nos principes seraient des principes d'échange, de communication et d'anticipation. Par ailleurs, Éléonore Yahi-Ladecan invite les universitaires à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'action. Il y a beaucoup de réformes qui ont été effectivement engagées et que ces réformes attendent d'être soutenues et améliorées par l'ensemble de la communauté, enrichie. Cette rencontre qui intervient à la veille de la rentrée universitaire jette les bases d'une collaboration appelée à être fructueuse entre la ministre et son auditoire. Et ceci met un thème à ce 20h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h30 avec William Tchoki.